Quelles sont les propriétés des intégrales de Wallis et de Futuna et quel lien entretiennent-elles avec l'intégrale de Gauss et la formule de Stirling? Bonjour et bienvenue sur Pistar. Alors les intégrales de Wallis, qui sont nommées d'après le mathématicien anglais John Wallis qui les a introduites, sont définies pour tout entier naturel n comme les intégrales de 0 à pi sur 2 de cosinus x puissance n. Mais on peut aussi les définir comme intégrales de 0 à pi sur 2 de sinus x puissance n, puisqu'en effet, sur l'intervalle 0 pi sur 2, pour toute valeur de n, cosinus x puissance n et sinus x puissance n sont symétriques l'une de l'autre par rapport à la droite d'équation x égale pi sur 4. Donc naturellement, les aires sous les deux courbes sont égales et les intégrales aussi. Pour prouver ce résultat, nous allons utiliser le changement de variable u est égal à pi sur 2 moins x. In est alors égal à l'intégrale de pi sur 2 à 0 de cosinus pi sur 2 moins u puissance n fois moins du. Le moins devant le du nous permet d'inverser les bornes de l'intégrale, et cosinus pi sur 2 moins u est égal à cosinus pi sur 2 fois cosinus u, qui est une quantité nulle, plus sinus pi sur 2 égale à 1 fois sinus u. Donc cosinus pi sur 2 moins u puissance n est égal à sinus u puissance n, et on retrouve le résultat énoncé. Calculons maintenant les trois premières intégrales de Wallis. I0 est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x puissance 0, soit pi sur 2. I1 est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x, soit moins cosinus x en pi sur 2 moins 0, qui est égal à 1. Et pour calculer I2, on va linéariser le sinus x au carré en du 1/2 moins cosinus 2x sur 2. L'intégrale de 1/2 entre 0 et pi sur 2 est égale à 1/2 de x en pi sur 2 moins 0, soit pi sur 4. Et l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus 2x sur 2 est égale à sinus 2x sur 4 en pi sur 2 moins 0, qui est une quantité nulle. Donc finalement, I2 est égal à pi sur 4. Si l'on trace maintenant la suite des IN en fonction de n, on se rend compte qu'elle possède deux propriétés. La première est que cette suite est décroissante. En effet, sur l'intervalle 0 pi sur 2, sinus x moins 1 est inférieur ou égal à 0. Donc sinus x puissance n fois sinus x moins 1 est toujours inférieur ou égal à 0. Et par propriété de croissance, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x puissance n fois sinus x moins 1 est toujours inférieur ou égal à 0. Et en développant le produit et en utilisant la linéarité de l'intégrale, il vient que in plus 1 moins in est inférieur ou égal à 0, d'où la décroissance. La seconde propriété que possède la suite des in est sa positivité, car sur l'intervalle 0 pi sur 2, sinus x est supérieur ou égal à 0, donc sinus x puissance n l'est aussi, et par positivité de l'intégrale, in l'est aussi. D'ailleurs, pour affiner ce résultat, la suite est en réalité strictement positive, puisque sinus x puissance n est continue et positive sur 0 pi sur 2. Et donc, si in était nul, cela impliquerait que sinus x puissance n l'était aussi, ce qui n'est évidemment pas le cas. Comme la suite des in est décroissante et positive, donc minorée par 0, on en conclut qu'elle converge. Intéressons-nous maintenant, pour tout entier naturel n, au rapport in plus 2 sur in. I2 sur I0 est égal à 1/2, I3 sur I1 est égal à 2 tiers, I4 sur I2 est égal à 3 quarts, et en fait, de façon générale, in plus 2 sur in est égal à n plus 1 sur n plus 2. Pour démontrer cette propriété, nous allons considérer que in plus 2 s'écrit comme l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x puissance n plus 1 fois sinus x, et réaliser une intégration par partie. On dérive sinus x puissance n plus 1 en n plus 1 fois sinus x puissance n fois cosinus x, et on intègre sinus x en moins cosinus x. Et n plus 2 devient alors égal à moins sinus x puissance n plus 1 fois cosinus x en pi sur 2 moins 0, qui est une quantité nulle, plus l'intégrale de 0 à pi sur 2 de n plus 1 fois sinus x puissance n fois cosinus x au carré. On remplace ensuite cosinus x au carré par 1 moins sinus x au carré, et en développant le produit et en utilisant la linéarité de l'intégrale, on obtient in plus 2 est égal à n plus 1 fois in moins in plus 2. Et en rassemblant tous les in d'un côté et tous les in plus 2 de l'autre, on retrouve notre relation initiale. Puisque l'on a une relation qui lie in à in plus 2 et que nous avons calculé le premier terme pair et le premier terme impair, nous pouvons en fait calculer tous les termes pairs et tous les termes impairs. Pour le calcul des termes pairs, on va commencer par écrire que I2 est égal à 1/2 de I0, que I4 est égal à 3 quarts de I2, et ainsi de suite jusqu'à I2P qui est égal à 2P-1 sur 2P fois I2P-2.
En remplaçant l'expression de i de p-2 par son expression en fonction de i de p-4, nous obtenons que i de p est égal à 2p-1 sur 2p fois 2p-3 sur 2p-2 fois i de p-4. En remplaçant l'expression de i de p-4 en fonction de i de p-6, nous obtenons une nouvelle relation qui lie i de p et i de p-6. Et en répétant cette opération, nous pouvons obtenir une relation qui lie i de p et i0. Ce résultat reste cependant assez lourd à exploiter en l'état. Et pour l'améliorer, nous allons multiplier le numérateur et le dénominateur par le produit de tous les entiers pairs entre 2 et 2p. On fait ainsi apparaître au numérateur le produit 2p fois 2p-1 fois 2p-2, etc., qui est en fait égal à factoriel 2p. Le dénominateur se voit lui élevé au carré. On peut alors factoriser le produit des p termes pairs par 2 puissance p, qui devient un 4 puissance p une fois sorti de la parenthèse, et le produit p fois p-1 fois p-2 n'est autre que factoriel p. Puisque i0 est égal à pi sur 2, nous en déduisons que i de p est égal à factoriel 2p sur 4 puissance p fois factoriel p au carré multiplié par pi sur 2. Pour le calcul des termes impairs, la méthodologie est la même. On définit une expression de i de p plus 1 en fonction de i1 qui est égal à 1. On multiplie là encore le numérateur et le dénominateur par le produit de tous les entiers pairs entre 2 et 2p, ce qui fait apparaître un 4 puissance p fois factoriel p au carré au numérateur et un factoriel 2p plus 1 au dénominateur. Autre propriété des intégrales de Wallis. Introduisons la suite de termes général in plus 1 sur in et traçons son évolution en fonction de n. Nous remarquons alors qu'elle tend asymptotiquement vers 1. En effet, puisque la suite des intégrales de Wallis est décroissante, nous pouvons écrire que in plus 2 est inférieur ou égal à in plus 1, qui est inférieur ou égal à in. Or, nous avons précédemment établi que in plus 2 était égal à n plus 1 sur n plus 2 fois in. Et donc, en combinant ces deux relations, nous tirons que n plus 1 sur n plus 2 fois in est inférieur ou égal à in plus 1, qui est inférieur ou égal à in. Et en divisant par in et en utilisant le théorème d'encadrement, nous tirons que la limite de in plus 1 sur in en l'infini est égale à 1, soit que in est équivalent à in plus 1. Autre propriété. Traçons maintenant la suite de termes général n plus 1 fois in plus 1 fois in en fonction de n. Nous remarquons alors que cette suite est constante et a pour valeur pi sur 2. Pour prouver cette propriété, nous allons procéder par récurrence. Puisque i0 est égal à pi sur 2 et i1 à 1, i0 fois i1 est bien égal à pi sur 2 et la propriété est bien vérifiée au rang 0. Démontrons maintenant que si elle est vraie au rang n, alors elle est aussi au rang n plus 1. Pour ce faire, nous allons réutiliser la relation qui lie in plus 2 à in, que l'on met sous la forme n plus 1 fois in est égal à n plus 2 fois in plus 2. Et en remplaçant n plus 1 fois in par n plus 2 fois in plus 2, nous retrouvons bien que n plus 2 fois in plus 2 fois in plus 1 est égal à pi sur 2, ce qui conclut notre démonstration. Et puisque le produit n plus 1 fois in plus 1 fois in est constant, et qu'en l'infini, in est équivalent à in plus 1, nous en déduisons qu'en l'infini, n fois in au carré est équivalent à pi sur 2, soit in est équivalent à racine de pi sur 2n, ce qui prouve au passage que in tend vers 0 en l'infini. Si les intégrales de Wallis sont nommées d'après John Wallis, les intégrales de Futuna, elles, sont clairement une référence aux îles françaises situées dans le Pacifique. Mais si nous avons appelé ainsi les intégrales définies pour tout n supérieur à 0 de 1 sur chx puissance n entre 0 et l'infini, c'est bien qu'elles entretiennent un lien avec les intégrales de Wallis que nous allons expliciter. Commençons déjà par calculer les deux premières intégrales de Futuna. f1 est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de 1 sur chx, égale à 2 sur exponentielle x plus exponentielle moins x, que l'on met sous la forme 2 fois exponentielle x sur exponentielle 2x plus 1. Nous procédons ensuite au changement de variable u est égal à exponentielle x, et f1 devient égal à l'intégrale de 1 à l'infini de 2 sur u carré plus 1, qui s'intègre en du 2 fois arctangent de u en l'infini moins en 1, égale à pi sur 2. f2 est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de 1 sur chx au carré, qui s'intègre directement en du thx en l'infini moins 0, qui vaut 1, et de même qu'il existe une relation qui lie in et in plus 2, tâchons de voir s'il existe une relation qui lie fn et fn plus 2.
fn plus 2, l'intégrale de 0 à l'infini de 1 sur chx puissance n plus 2, peut s'écrire comme l'intégrale de 0 à l'infini de 1 sur chx puissance n fois chx puissance 2. Si nous réalisons une intégration par partie, 1 sur chx au carré s'intègre en du thx, chx puissance moins n se dérive en du moins n fois shx fois chx puissance moins n moins 1, et donc fn plus 2 est égal à thx fois chx puissance moins n en l'infini moins 0, qui est une quantité nulle, plus n fois l'intégrale de 0 à l'infini de thx fois shx sur chx puissance n plus 1, qui est égal à n fois l'intégrale de 0 à l'infini de shx au carré sur chx puissance n plus 2, qui est égal à n fois l'intégrale de 0 à l'infini de 1 moins chx au carré sur chx puissance n plus 2, soit fn plus 2 est égal à n fois fn plus 2 moins fn, et en rassemblant tous les fn d'un côté et tous les fn plus 2 de l'autre, on trouve que fn plus 2 est égal à n sur n plus 1 fois fn. Donc si nous comparons les intégrales de Wallis et de Futuna, nous remarquons que I0 est égal à f1, que I1 est égal à f2, et nous avons une même relation qui lie in plus 1 à in-1 et fn plus 2 à fn. Donc en fait, les intégrales de Wallis et de Futuna sont égales à un décalage d'indice près. Pour prouver cela, repartons de l'expression des intégrales de Futuna et effectuons le changement de variable t est égal à thx sur 2. Chx est ainsi égal à 1 plus t carré sur 1 moins t carré, dx à 2 sur 1 moins t carré dt, et fn est donc égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t carré sur 1 plus t carré puissance n fois 2 dt sur 1 moins t carré, soit, après simplification, 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t carré puissance n moins 1 sur 1 plus t carré puissance n, et pour in-1, effectuons le changement de variable t est égal à tangente x sur 2. Cosinus x est égal à 1 moins t carré sur 1 plus t carré, dx à 2 dt sur 1 plus t carré, et après calcul, il s'avère que in-1 est égal à 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t carré puissance n-1 sur 1 plus t carré puissance n, et donc on obtient bien la relation fn est égal à in-1 pour tout entier naturel n non nul. Voyons maintenant deux applications que permettent les intégrales de Wallis. La première de ces applications est le calcul de l'intégrale de Gauss, définie comme l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins x au carré dx. Mais au préalable, nous avons besoin d'établir l'inégalité suivante. Sur moins 1 l'infini, ln de 1 plus u est inférieur ou égal à u. Prouver cette égalité revient en fait à montrer que la fonction f de x est égale à x moins ln de 1 plus x est positive sur l'intervalle considéré. Donc f de x a pour dérivée x sur 1 plus x, sur moins 1, 0, f' de x est négative, la fonction décroît jusqu'en f de 0 qui vaut 0, et sur 0 plus l'infini, f' de x est positive, donc la fonction est croissante, ce qui nous donne l'inégalité souhaitée. Maintenant, nous allons évaluer cette inégalité en moins t carré sur n, pour obtenir que ln de 1 moins t carré sur n est inférieur ou égal à moins t carré sur n. Or, cette inégalité n'est vraie que si moins t carré sur n appartient à l'intervalle moins 1, 0. Et donc, pour n entier naturel non nul fixé, il faut que t appartienne à l'intervalle 0 racine de n. Si nous multiplions les deux membres de l'inégalité par n, que nous la composons par l'exponentielle, et que nous l'intégrons entre 0 et racine de n, nous minorons l'intégrale entre 0 et racine de n de exponentielle moins t carré dt par l'intégrale de 0 à racine de n de 1 moins t carré sur n puissance n dt. Maintenant, évaluons l'inégalité ln de 1 plus u est inférieur ou égal à u en t carré sur n. On obtient ln de 1 plus t carré sur n est inférieur à t carré sur n, ce qui est vrai pour tout t. On multiplie les deux membres de l'inégalité par moins n, on la compose par l'exponentielle, et on l'intègre entre 0 et racine de n. On majore ainsi l'intégrale d'exponentielle moins t carré dt entre 0 et racine de n par l'intégrale entre 0 et racine de n de 1 plus t carré sur n puissance moins n dt. L'intégrale de 0 à racine de n de 1 moins t carré sur n puissance n dt peut se transformer à l'aide du changement de variable t est égal à racine de n cosinus θ en l'intégrale de pi sur 2 à 0 de 1 moins cosinus θ au carré puissance n fois moins racine de n sinus θ dθ, qui est égal à racine de n fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus θ au carré puissance n fois sinus θ dθ,
donc sinus θ puissance 2n plus 1, qui n'est autre que l'intégrale de Wallis i de n plus 1. Et l'intégrale de 0 à racine de n de 1 plus t carré sur n puissance moins n se transforme, grâce au changement de variable t est égal à racine de n tangente θ, en l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 plus tangente θ au carré puissance moins n fois racine de n fois 1 plus tangente θ au carré dθ, qui après manipulation est égal à racine de n fois l'intégrale de 0 à pi sur 4 de cosinus θ puissance 2n moins 2, que l'on peut majorer par racine de n fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus θ puissance 2n moins 2, qui est en fait racine de n fois i de n moins 2. Et on a donc encadré l'intégrale d'exponentielle moins t carré entre 0 et racine de n par deux intégrales de Wallis. Si nous faisons tendre n vers l'infini, nous trouvons alors que l'intégrale de Gauss a une valeur comprise entre la limite de racine de n fois i de n plus 1 et la limite de racine de n fois i de n moins 2. Or, puisque in est équivalent en l'infini à racine de pi sur 2n, racine de n fois i de n plus 1 est équivalent à racine de pi sur 2. Et racine de n fois i de n moins 2 est là aussi équivalent à racine de pi sur 2. Donc, d'après le théorème d'encadrement, nous trouvons que l'intégrale de Gauss a pour valeur racine de pi sur 2. Les intégrales de Wallis nous permettent aussi de retrouver la formule de Stirling qui donne un équivalent de factoriel n en l'infini. Précisément, factoriel n est équivalent à racine de 2pi fois n puissance n fois racine de n sur exponentielle n. Pour démontrer cette formule, nous allons introduire une suite un de termes général factoriel n exponentielle n sur n puissance n fois racine de n, dont il nous faut au préalable montrer la convergence. Pour ce faire, nous allons introduire une seconde suite Vn de termes général ln de un moins ln de un moins 1, qui après manipulation, peut se mettre sous la forme 1 plus n moins 1 demi fois ln de 1 moins 1 sur n. Cette nouvelle expression nous permet d'obtenir un équivalent de Vn en l'infini, puisque ln de 1 moins 1 sur n est égal à moins 1 sur n, moins 1 sur 2n carré, moins 1 sur 3n cube, plus un petit taux de 1 sur n cube, et donc Vn se comporte comme moins 1 sur 12n carré. Donc si l'on considère la série des Vn, nous pouvons affirmer qu'elle converge, car absolument convergente, mais nous remarquons aussi qu'il s'agit d'une série télescopique. Et donc, la somme de 2 à n des Vk est égale à la somme de 2 à n des ln de uk moins ln de uk moins 1, qui vaut ln de un moins ln de u1, avec ln de u1 est égal à 1. Donc ln de un est égal à 1 plus une série qui converge, donc ln de un converge vers une limite que l'on appelle L, et si ln de un converge vers L, un converge vers exponentielle de L, que l'on appelle k, et qui est strictement positif. Puisque la limite de la suite des un est finie et non nulle, on peut alors écrire que k est équivalent en l'infini à factoriel n fois exponentielle n sur n puissance n fois racine de n. Ou encore, puisque c'est un équivalent de factoriel n que nous cherchons, que factoriel n est équivalent à k fois n puissance n fois racine de n sur exponentielle n. L'enjeu va donc être de trouver k, et c'est à ce niveau qu'interviennent les intégrales de Wallis. En effet, le calcul des termes pairs nous avait fourni une expression faisant intervenir factoriel n, et nous connaissons un équivalent des intégrales de Wallis en l'infini. Donc, en combinant ces deux expressions, nous obtenons que factoriel 2n sur 2 puissance 2n fois factoriel n au carré fois pi sur 2 est équivalent en l'infini à racine de pi sur 4n. Et en y injectant notre nouvelle expression de factoriel n, nous établissons que k fois 2 fois n puissance 2n fois racine de 2n sur exponentielle 2n sur 2 puissance 2n fois k fois n puissance n fois racine de n sur exponentielle n au carré fois pi sur 2 est équivalent à racine de pi sur 4n. Soit que pi sur k racine de 2 racine de n est équivalent à racine de pi sur 4n. Et cette équivalence n'est vraie que si k est égal à racine de 2pi. Et donc, factoriel n est bien équivalent à l'infini à racine de 2pi fois n puissance n racine de n sur exponentielle n. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et découvrir les autres vidéos.